bucks. It's a hell of a lot to see. So, if you were me, what would you do with a guy like you? Grab him! Stop him! Go finish him. Wait, look. He's fucking dead. Let's just get the fuck out! I don't give a fuck! You want to be a part of this? Go finish him. You're so fucking stupid! Come on! Let's go! Bienvenue sur KO Cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque à un film d'action avec un protagoniste qui sort du lot. Un braqueur professionnel avec un code d'honneur, trahi par ses propres partenaires et qui décide de leur faire regretter cette erreur jusqu'au dernier. Prends une place parce que ça va saigner. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche. Sur KO Cinéma, on décortique les meilleurs films d'action pour toi et tu veux absolument pas rater le prochain récap. Tout commence à la foire de l'État de l'Ohio à Columbus. On y rencontre Parker, un braqueur professionnel à l'accent britannique, connu dans le milieu comme une sorte de Robin des Bois moderne. Sa règle est simple et non négociable. Il ne vole jamais les pauvres et ne touche jamais aux innocents. Ce soir-là, déguisé en prêtre, il dirige une équipe de criminels aguerris, dont Hardwick, un membre de la mafia de Chicago, et 4 autres gars avec des réputations qui font froid dans le dos. Objectif, braquer la foire. Le plan est millimétré. Parker infiltre le bureau de sécurité et monopolise l'attention des gardes pendant que ses complices, déguisés en clowns, passent à l'attaque par surprise. À l'intérieur, les gardes protègent une somme colossale accumulée sur 3 jours d'événements. L'équipe prend le contrôle, les employés sont pris en otage et Hardwick déclenche un incendie contrôlé pour créer la panique. Dehors, les visiteurs de la foire ne se doutent de rien. Un des otages fait une crise de panique. Parker le rassure personnellement. Personne ne sera blessé, c'est sa parole et il la tient. En flashback, on découvre Hurley, un vieux voleur et père de Claire, la petite amie de Parker. C'est lui qui a monté ce braquage et convaincu Parker d'y participer. Hurley lui a tout fourni, les ressources, les contacts et la bande de clowns menée par un criminel redoutable du nom de Melinder. L'incendie qui devait rester maîtrisé finit par s'emballer. La panique se répand parmi les visiteurs. Parker et son équipe profitent du chaos pour disparaître avec plus d'1 million de dollars en cash, couverts par leur complice Carlson qui joue le rôle du chef des pompiers. Mais à peine le butin en poche, les tensions explosent. Parker confronte Hardwick dans une zone industrielle abandonnée, lui reprochant d'avoir dévié du plan original. Quand Melinder lui propose aussitôt un autre braquage avec 1 million de dollars à la clé, Parker refuse net. Il prend ses 200 000 dollars et veut en finir là. Ce refus va lui coûter très cher. Ses anciens alliés décident de l'éliminer pour insubordination. Go finish him. Wait, look. He's fucking dead. Hardwick est forcé de finir le travail. Parker est laissé pour mort. You're so fucking stupid! Come on! Let's go! C'est une famille de fermiers qui le retrouve par hasard inerte dans un étang au bord de la route et qui le conduit à l'hôpital le plus proche. Parker se bat entre la vie et la mort. À son réveil, il apprend aux informations qu'un incendie dans un parc d'attractions a fait de nombreuses victimes et en regardant par la fenêtre de sa chambre, il aperçoit des policiers postés dans le couloir. Il comprend immédiatement qu'il ne peut pas rester là. Il neutralise un médecin, lui vole ses vêtements, entraîne un autre patient comme couverture et s'échappe à bord d'une ambulance qu'il détourne. Une fois à l'abri à l'arrière du véhicule, il soigne ses blessures tout seul. La rage qui l'anime désormais n'a qu'un seul objectif, retrouver chacun des membres du gang qu'il a trahi et régler ses comptes, un par un.
Il commence par s'introduire discrètement dans la chambre d'un chasseur dans un motel, lui vole des vêtements, un couteau multifonction, un rasoir électrique et une arme supplémentaire. Il vole une voiture, fonce vers un centre d'encaissement de chèques à Memphis, prend un otage, braque la caisse et repart avec de quoi s'acheter une nouvelle identité et de faux documents. Direction Houston, Texas. Parker se présente comme un ami d'un certain Bob Hurley chez un imprimeur et commande de nouveaux papiers contre une belle somme. En attendant la livraison, il contacte Hurley et lui soutire l'adresse du frère de Hardwick. Hurley le tente de le dissuader, lui parle des risques, Parker s'en fiche. Hurley finit par lâcher l'information. Parker file immédiatement à la Nouvelle-Orléans, débarque dans le bar où travaille le frère de Hardwick, écarte la sécurité et l'oblige à parler. Le frère crache le morceau. Tout le gang est actuellement à Palm Beach, ce paradis de luxe réservé aux milliardaires. Ça tombe pas bien pour eux. Parker réalise que ses ennemis pourraient s'en prendre à ses proches pour l'atteindre. Il contacte Claire et son père en urgence et les convainc de partir en voyage le temps que les choses se tassent. En Floride, une agente immobilière prénommée Leslie Rogers s'affaire dans son travail sans se douter qu'elle va bientôt se retrouver au cœur de tout ça. Pendant ce temps, le gang planifie leur prochain grand coup. Hardwick apprend avec stupeur que Parker est encore vivant. Melinder explose littéralement de rage, manque de tirer sur un de ses propres hommes avant que Ross l'empêche. Melinder ordonne à Hardwick de contacter son oncle influent Danziger, un boss de la mafia de Chicago, pour qu'il envoie un tueur professionnel se charger de Parker. Danziger dépêche son meilleur assassin, Kroll. Sa première cible, Claire. Il s'introduit chez elle alors qu'elle prépare ses valises. Claire entend du bruit, garde son calme, s'échappe par une fenêtre et crève les pneus de la voiture de Kroll avant de fuir. En larmes, elle appelle Parker. Il l'ordonne de se réfugier dans un camp de pêche au bord de l'Okeechobee et d'y rester jusqu'au vendredi. Parker retourne à Houston récupérer ses faux papiers. Il trouve l'imprimeur sous bonne garde. 3 hommes de Danziger sont là. Parker tire une balle dans chaque jambe d'Ernesto qui lui ordonnait de s'allonger par terre, révélant au passage qu'Ernesto était un traître à la solde de Danziger. Il récupère ses documents et force l'imprimeur à liquider lui-même les 3 hommes envoyés pour le tuer, laissant ses empreintes sur les lieux comme seule preuve de sa présence forcée. Plus tard, Hurley lui annonce que Danziger lui offre une part du butin du premier braquage pour enterrer la hache de guerre. Parker décèle le mensonge immédiatement. Un boss de la mafia de Chicago n'envoie jamais des fleurs à quelqu'un qui lui complique la vie. Il rejette l'argent et confirme qu'il ira jusqu'au bout. C'est maintenant le bon moment pour t'abonner à KO Cinéma si c'est pas encore fait. Un clic sur le bouton et tu rejoins la famille. Parker, lui, il fait pas dans la demi-mesure, et nous non plus. Sous le nom d'emprunt Daniel Paramata, Parker arrive en Floride et fait appel à Leslie Rogers pour visiter des propriétés. Il cherche en réalité la planque du gang. Il reste indifférent face aux villas somptueuses jusqu'à ce qu'il s'arrête net devant une maison délabrée achetée 2 mois plus tôt pour 1,2 million de dollars au nom d'un certain Rodrigo. Il a trouvé. Leslie tente de maintenir le contact en l'invitant à déjeuner. Parker décline, mais Leslie creuse. Elle vérifie à la banque et ne trouve aucune transaction au nom de son client. Quelque chose cloche. Elle commence à se poser les bonnes questions, exactement au mauvais moment pour elle, puisque le même jour, sa voiture est saisie à cause des dettes laissées par son ex-mari escroc. Parker retourne à la maison du faux Rodrigo et découvre l'arsenal du gang. Il prend le temps de tout observer, piège les lieux, étudie leur plan de braquage dans les moindres détails. En ressortant, il tombe sur Leslie qui l'attendait. Méfiant, il réagit agressivement, craignant qu'elle travaille pour quelqu'un. Elle tient bon et lui dit clairement qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Ce soir-là, dans les bureaux vides de son agence, Leslie vide son sac. Elle parle de sa situation financière désastreuse et lui propose de travailler pour lui en échange d'une part du butin. Parker accepte, mais à une condition. Elle doit se déshabiller jusqu'aux sous-vêtements pour s'assurer qu'elle ne porte pas de micro. Elle s'exécute. Il promet d'y réfléchir. Le lendemain, il la rappelle. Elle est dans l'équipe. Il lui révèle tout. Melinder, le gang et les 57 millions de dollars qui les attendent si tout se passe comme prévu. La cible est une vente aux enchères de diamants organisée chez une certaine Madame Clinton, une grande mondaine locale. Leslie blêmit. Elle trouve l'opération bien trop risquée, mais elle est déjà trop impliquée pour faire marche arrière. Melinder et son équipe arrivent par l'entrée de service de la propriété déguisés en techniciens de sonorisation, ce qui leur permet de circuler librement. Parker dépose Leslie et rentre à son hôtel, où il trouve Kroll qui l'attend. Le combat est violent et brutal. Parker s'en sort, mais avec de sérieuses blessures.
Quand il arrive chez Leslie, un policier du coin est en train de l'interroger. Leslie remarque des traces de sang sur le sol et essaie de détourner l'attention de l'agent. Une fois le policier parti, Parker lui demande d'appeler Claire depuis une cabine téléphonique. Il ne peut pas se risquer à aller à l'hôpital. Claire accourt et soigne ses blessures sans hésitation. Pendant ce temps, le gang finalise les derniers préparatifs. Hardwick déclenche à distance des systèmes pyrotechniques dissimulés dans les enceintes de la salle. Melinder et 2 complices débarquent en camion de pompiers prêts à mettre la main sur les bijoux dans la confusion. La police réagit vite, bloque les ponts-levis entre Palm Beach et le continent, sécurise la marina, ferme les routes. Hardwick détourne l'attention des forces de l'ordre en lançant un hors-bord à toute vitesse, pendant que Melinder et ses hommes plongent dans le lagon en combinaison de plongée et disparaissent avant de regagner leur planque. Et dans cette planque, Parker les attend. Il est tapi sous des tables, 2 armes chargées. Leslie entre sans le savoir et Hardwick la capture dès qu'elle passe la tête par une fenêtre. Melinder envoie ses hommes fouiller la maison. Il repère Parker et essaie de lui tirer dans le dos, mais son arme s'enraye. C'est à ce moment que Leslie sort une arme planquée sous la table et abat Carlson. Hardwick retourne aussitôt son arme vers Leslie et menace de lui faire sauter la tête si Parker ne partage pas le butin. Parker lui répond d'un coup sec plein au front. T'as vu comment ça se termine pour ceux qui jouent au plus con avec Parker? C'est exactement le genre de scène qu'on adore sur Chaos Cinéma. Abonne-toi maintenant pour recevoir tous nos prochains récaps directement dans ta notification. Et dis-moi en commentaire, t'aurais fait confiance à Leslie toi? Parker fait sortir Leslie par une bouche d'aération climatisée et lui promet d'envoyer quelqu'un la récupérer sous 3 mois. 6 mois plus tard, Parker retrouve la trace de Danziger et le supprime. 1 an après les événements, Leslie reçoit chez elle 2 cartons envoyés par courrier express. Elle les ouvre, à l'intérieur, 24 millions de dollars en liquide. Parker a tenu sa parole jusqu'au bout. Voilà pour ce récap. Un film qui te rappelle qu'avec le bon code d'honneur et suffisamment de patience, la vengeance finit toujours par trouver son chemin. Si t'as aimé ce récap, abonne-toi à Chaos Cinéma et active la cloche. On sort du contenu en continu et tu veux pas arriver en retard. À très bientôt sur Chaos Cinéma.